Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Bonjour, heureux de vous retrouver, c'est desmotsdeminuit.fr. Desmotsdeminuit.fr, c'est un magazine culturel, c'est sur le numérique. Aujourd'hui, on retrouve quelqu'un qu'on a déjà reçu dans cette émission, et toujours avec le même plaisir, c'est Michel Lèbre. Michel Lèbre pour un roman qui a pour titre Chemin, qui est publié chez Sabine Vespizer, éditeur, votre éditeur de référence. On est heureux de vous retrouver à nouveau. À vos côtés, Jean Damascène Abarou-Réma. On va parler d'identité avec vous, puisque quand chez vous, il s'agit d'essayer de repérer au mieux dans l'histoire familiale le père et dans l'histoire de la fille le père, pour vous, il s'agit de venir d'où vous venez, c'est-à-dire du Rwanda, d'être français aujourd'hui. Je vous ai lu un jour, vous disiez « Je suis français, rwandais, noir ». Tout à la fois, ancien séminariste, etc. Et surtout aujourd'hui, marathonien, dans des temps qui défient la bonne mesure. Vous êtes à 2,10 quand vous courez le marathon, ou aux alentours de 2,10, qui est quand même considérable. On va parler avec l'un et l'autre d'identité. Abarou-Réma, qu'est-ce que ça veut dire, ou comment est-ce qu'on peut traduire? Abarou-Réma, alors, c'est un nom que moi je traduisais Seigneur avec nous. Mais ma mère m'a dit que c'était faux. M'a dit que c'était Dieu seul. Dieu seul. Oui, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pas trop lourd pour vous? Vous faites 53 kilos tout nu, à peu près. Alors, c'est-à-dire que c'est un nom qui est à la fois qui a une écriture divine pour moi, qui fait beaucoup de choses, qui fait signifier beaucoup de choses pour moi. Et puis en même temps aussi, c'est, d'après les explications de ma mère, c'est que des conditions dans lesquelles elle m'a eu, donc ça a été très difficile, donc elle a été aidée par le Seigneur pour que je sois encore en vie. Donc c'est pour ça qu'elle a préféré que je sois toujours, tout le temps, accompagnée par Dieu. Votre mère est Tutu. Voilà, tout à fait. Votre père était Tutsi. Tout à fait. Et dans le génocide de 1994, vous avez perdu votre père et vos frères et vos sœurs. Voilà. Ils étaient 8. Je voudrais qu'on commence, parce que vous préparez une thèse de philosophie qui a pour titre « Penser la reconnaissance au miroir de l'identité ». On a commencé à en parler. Je voudrais commencer et vous proposer une phrase de Roland Barthes que vous citez, Michel Lèbre, et je trouve qu'elle vous convient à tous les deux. Cette phrase, c'est la suivante. « Du passé, c'est mon enfance qui me fascine le plus. Elle seule, à la regarder, ne me donne pas le regret du temps aboli, car ce n'est pas l'irréversible que je découvre en elle, c'est l'irréductible, tout ce qui reste en moi. » Michel Lèbre. C'est très belle cette phrase. C'est vous qui allez chercher Barthes pour dire ceci. Chemin que vous publiez aujourd'hui a à voir avec ça. Puisque... Mais je crois qu'il a dit aussi, s'il n'y avait pas de père, il n'y aurait pas de littérature. Je suis presque sûre que c'est lui qui l'a écrit quelque part, ça aussi. C'est-à-dire, voilà. Est-ce que vous vous rapprochez de quelque chose, même si tout est évanescent? C'est-à-dire que tous vos livres, on en est au 15e, tous vos livres cherchent à... certains disent minimalisme, moi j'irais presque chercher le pointillisme. Et finalement, on va découvrir et le tableau. Tous ces points, tous ces livres qui sont autant de points, qu'est-ce que ça doit donner à la fin? Un sujet? Et je pense que ce sont des livres qui me rapprochent de moi, tout simplement. Je crois que... qui me rapprochent de moi et de moi dans
dans le monde, je ne sais pas comment dire, ça me permet de trouver ma place, de comprendre exactement, de mettre en perspective ma propre vie, même si je n'écris que des fictions, ou presque. Je dirais que celle-là, elle n'est pas totalement une fiction quand même. C'est certainement celle qui est la plus autobiographique. Mais je pense que c'est ça, c'est essayer de comprendre comment, mais c'est vrai pour tous mes romans, hein, comment les vies se construisent. Comment elles se construisent quand on est né pendant la guerre, par exemple, ou quand on a un gros accident dans la vie. Comment les vies résistent et se construisent. Donc moi, ces livres, au fil du temps, j'ai l'impression qu'ils me rapprochent de moi. Je pense que ce livre-là, Chemin, j'aurais pas pu l'écrire avant les autres, par exemple. La quête du père, on va y Oui. venir. Comment est-ce que vous vous construisez, ou vous vous êtes construit, Jean Damascène à Barourema? Cette idée de l'enfance, hein, l'idée de l'enfance, c'est de l'irréductible. Qu'est-ce qu'il y a d'irréductible dans votre enfance et comment vous êtes construit dans cette horreur-là, ou dans cette impensable-là? Alors, c'est une question qui me revient souvent. Je pars toujours de la foi. Et les gens qui me disent, oui, mais que j'aurais dû tout à la religion. Mais quand on a tout perdu, et quand on n'a plus rien du tout, et qu'on pouvait compter sur l'humain, et l'humain nous a abandonnés, on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur qui? Donc moi je dis, mais la foi n'a pas besoin d'être rattachée à un dogme ou autre chose. C'est une attitude qui fait fond dans la vie, que je suis aimé, point trait. Aimé par qui? Par l'humain qui m'a tué, par l'humain qui m'a détruit. Hein? C'est pour ça que je m'appuie sur la foi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'aime, il y a quelqu'un qui m'aime. Hein? En même temps, vous avez été recueilli par une congrégation. Vous êtes arrivé à Angers en 2003, en France. Vous étiez séminariste, et pourtant vous n'êtes pas allé jusque dans l'exercice de la foi. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez renoncé? En revanche, vous êtes philosophe, vous faites des études de philosophie, vous préparez votre thèse sur la question de l'identité. Alors, c'est pas que je renonce pour aller jusqu'au bout de mes envies. Non, c'est que je peux dire qu'il y a un psaume qui dit, je ne me rappelle plus, si le Seigneur nous bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si je ne suis pas appelé là, dans son chemin-là, je suis probablement appelé ailleurs pour remplir ma mission, ailleurs. Donc, je me cherche. Je chemine, j'avance. Je suis accompagné, je suis aimé. Et sinon, les études, je suis encore un autre chemin qui m'accompagne aussi, de questionnement, de réflexion, pour donner sens à ma vie. Ça ne veut pas dire que je suis philosophe ou alors je fais... Non, j'essaie quand même de donner du sens à mon existence, à mes mystères de l'être. Vous avez chaussé des chaussures à quel âge? J'avais 12 ans. J'ai commencé à mettre des chaussures. Je les mettais avec mes frères et sœurs quand on allait à la messe. Sinon, on n'avait pas le droit de mettre des chaussures. Et vous avez commencé à chausser des baskets pour courir à quel âge? Pour courir le marathon? Vous savez, ça c'est une question aussi qui m'a été posée, de savoir quand est-ce que j'ai commencé à courir. J'ai couru tout le temps, depuis mon enfance. Depuis que je suis née, j'ai commencé à courir pour aller chercher de l'eau, puiser de l'eau, pour aller garder des vaches, pour aller à l'école, pour jouer avec mes frères et sœurs. Je courais. Mais quand est-ce que j'ai commencé à courir, je ne sais pas. Donc, je cours tout le temps. Et vous, Michel Leb, quand avez-vous commencé à chausser la littérature? Vous avez été enseignante, vous avez été directrice d'école maternelle. Oui. Quand est-ce que vous avez chaussé les chaussures de littérateur? Moi, j'ai toujours écrit pour moi depuis toujours, je ne sais pas, depuis que j'ai 8, 9, 10 ans, mais pour moi, sans aucune ambition. C'était mon endroit. C'était l'endroit où j'avais le sentiment que je pouvais être exactement ce que je suis, ce que j'étais à l'époque.
où je pouvais exprimer les choses que j'avais envie de dire. C'était un endroit intime. C'était vraiment une sorte de maison. Hein. C'était une maison. La maison, c'est important dans votre... Oui, c'était une maison, alors que les vraies maisons, j'ai du mal à les apprivoiser, mais l'écriture, par contre, c'est ma maison, oui. Mais c'est vrai que j'ai mis très longtemps à aboutir ces textes. C'était des bouts de texte comme ça, auxquels je n'attachais aucune importance. L'important, c'était de pouvoir les écrire. Voilà, j'ai pas conservé, j'ai rien gardé. Et puis, alors, dans vos repères, on mettra Duras et Thierry Jonquet. C'est quand même le grand écart, parce que Duras, on comprend que ça peut être la littérature. Oui. Thierry Jonquet, c'est plutôt le polar. Oui, mais dans le polar, il y a d'excellents polars. Hein. Il y a des grands écrivains qui écrivent des polars. Hein. Mais ça, le polar, c'est, comment dire, c'était... D'ailleurs, ceux que j'ai écrits ne sont pas des polars. Hein. C'est ce que m'a fait remarquer Sabine Vespizer. Quand elle les a publiés, elle m'a dit, de toute façon, j'aurais pu les publier ailleurs, mais puisque tu tiens à ce qu'ils soient publiés en roman noir, d'accord, on va dire ça. Non, c'était des... Pourquoi j'y tenais à l'époque, c'était parce que quand j'ai vraiment commencé à publier, parce qu'on m'avait demandé une nouvelle sur les 20 ans de mai 68, c'était en fait un recueil collectif de nouvelles de beaucoup de mes camarades des années 70. Vous avez été militante. Hein. Oui, c'est ça. Donc, ces années 70 étant mal terminées, non. Ça s'est fait de façon très insidieuse pendant toutes les années 80 aussi. Et c'était une façon de continuer ce qu'on avait vécu ensemble, c'est-à-dire le regard sur la société, ce qui n'est pas vraiment dans mes romans d'ailleurs. Si, ça allait de façon très très dans les coulisses, dans les romans noirs, mais c'était être ensemble encore, c'était ça. C'était ce que disait par exemple me faufiler. L'ami Frédéric Fajardi, qu'on a pu recevoir sur ce plateau. J'ai aimé ça. Je voulais qu'on voit des images de vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on commence déjà à voir qui vous êtes. Championnat d'Europe d'athlétisme de Zurich, c'est en Suisse, on est en août 2014. Et vous allez terminer 13e en 2:16:04. Voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé au marathon ? Alors, vous savez, je vais peut-être faire une petite histoire en arrière pour en arriver jusqu'à là. C'est que quand je suis arrivé en Europe, je me rappelle, en 2003, je suis passé par Amsterdam et j'ai vu un tapis roulant. C'était la première fois que je voyais un tapis roulant. Et j'ai eu peur de mettre mes pieds là-dessus. Et j'étais en cravate en plus. Et donc, j'avais ma petite valise. Et je mets mon pied et je tombe. Je voilà, vous êtes à Barourema, on vous voit, vous êtes à 4,56. Voilà. Et vous arrivez en 13e position. Voilà. Et donc, je tombe et puis je demandais à tout le monde de récupérer ma valise et tout le monde passait, me regardait. Puis parfois, peut-être, il y en a peut-être qui disaient qu'est-ce qu'il fait son noir là en train de... Donc, et là, j'ai compris. J'étais habitué à dire bonjour à tout le monde en Afrique, à saluer tout le monde. J'arrive dans une société où personne ne me connaît, donc je dois maintenant assumer. Donc, je te parle parce que je te connais. Je t'aide parce que je te connais. Si je ne te connais pas, je n'ai pas le temps à te consacrer. Et donc, j'arrive dans une société où je dois assumer, ou alors essayer quand même de faire avec. L'inconnu fait peur. Donc, ou alors, il y a des projets vous dites en Afrique, l'inconnu provoque la curiosité, en Europe, il provoque la peur. Voilà, et c'est ça. Je vais en arriver jusqu'à là. Et donc, pour mettre un parallèle avec la course à pied, et je faisais les 5 km. J'étais habitué à faire 5 km, 10 km le semi-marathon. Et à chaque fois, on me parlait du marathon. C'était l'inconnu. Je n'avais jamais couru 42 km, même à l'entraînement. Alors, mon entraîneur m'a dit, soit, comme tu le dis, Jean, tu affrontes l'inconnu, tu vas le découvrir, tu le privoises, tu vois ce que c'est, ou soit, tu le fuis, c'est l'inconnu qui fait peur, tu ne le referas jamais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, allez, je vais voir, je vais apprivoiser l'inconnu pour voir. Est-ce qu'il fait vraiment peur? Est-ce qu'il est dangereux pour moi?
Donc c'est comme ça que j'ai commencé le marathon pour aller découvrir. Et Michel, vous savez, il se fait engueuler en plus. Parce que quand il court, que ça devient un peu professionnel. Oui. Alors l'histoire, hein, on dirait storytelling presque aujourd'hui, mais l'histoire veut qu'à un moment, il voit une gamine pleurer ou un gamin pleurer sur le bord de la route, il s'arrête. Alors qu'il est à 2 pas de gagner. Son entraîneur l'engueule, évidemment. C'est superbe. Hein, mais bon, C'est magnifique. c'est magnifique. Ou quand il finit main dans la main avec un concurrent ou un compétiteur, et là on lui dit attends, mec, c'est ça l'Europe, c'est ça l'Occident, il faut gagner, quoi. On ne peut pas partager. Hein. Mais oui. Et là, c'est vraiment un paradoxe parce que moi, je dis que quand j'ai commencé à courir, c'était pour rencontrer l'autre, pour approcher l'inconnu, pour faire connaissance. Pas forcément pour gagner. Ah bah, à la base, c'était ça. D'abord, parce qu'à chaque fois que je sortais de la congrégation, pour aller à l'université, personne ne me parlait. Et je me rappelle, c'est une anecdote. J'étais à l'université, je prends l'ascenseur, je montais au 2e étage, je rencontre une fille dans l'ascenseur. Et je lui dis bonjour. Et puis il me dit, mais bonjour, on se connaît. Je dis, mais nous, mais quand même, on peut faire connaissance. Et puis je lui dis, mais je veux bien, mais attention, j'ai un copain. Alors, il y a 2 choses. Alors, et je ne vous connais pas, je vous évite, ne me parle pas. Ou alors, j'accepte, mais attention, il y a des préjugés derrière la tête. Tu as une autre idée derrière la tête, qu'est-ce que tu veux de moi? Donc, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais sortir de la communauté vraiment pour rencontrer l'autre, pour se parler, sans préjugés, sans sujet, avec beaucoup de tendresse. Alors, aujourd'hui, vous êtes un peu connu, puisque vous portez le maillot tricolore. Hein. C'est comme ça qu'on le dirait. Est-ce que ce rapport que vous avez à l'autre, possible, impossible, apeuré, ouvert, est-ce qu'il change? Et comment est-ce que vous le voyez changer? Parce que quand je vous vois dire je suis français, vous l'êtes depuis 2012, hein, vous avez été naturalisé en 2012, je suis rwandais, je suis noir. Là, il y a 3 identités là. Enfin, en tout cas, il y a 3 revendications. D'accord. Et il y en a encore plus. Oui. Alors, et vous parlez 6 langues, dont la langue des signes. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, quand on me dit de me présenter, je dis je suis rwandais, d'une famille très pauvre, d'une famille de Boutaré. De Boutaré, de 10 enfants, et puis français. Est-ce que ça veut dire ce que je suis aujourd'hui vraiment? Voilà. Et donc, ça veut dire que je fais ça en lien avec la question de Jésus, quand il a demandé à ses disciples, qui suis-je? Et les disciples, ils ont dit, tu es Élie. Non, les gens disent que tu es Élie, que tu es Moïse, que tu es d'autres prophètes. Et vous, qui pensez-vous que je suis? Tu es le Messie. Or, lui, il s'était jamais défini comme Messie. Jamais. Donc aujourd'hui... On l'affuble. Oui, enfin, lui. Donc aujourd'hui, donc, je ne suis plus l'étranger, le pauvre qui débarque en France, qui commande. Je ne suis plus ce noir qui est en train de demander. Je deviens sportif de haut niveau. Vous voyez comment ça change? Donc, je deviens un intellectuel. Je deviens quelqu'un qui fait ça. Vous voyez? Or, ce n'est pas comme ça que je me définis, moi. Donc, je deviens cette somme de ce que les gens veulent que je devienne. Que faisait Jean à Damas, Jean Damascène? Alors, Jean, il était parti à Damas pour évangéliser, porter la bonne nouvelle. Donc, puisqu'il est mort là-bas, donc il est devenu Jean de Damas, Jean Damascène. Donc, c'est comme ça que j'ai pris ce prénom, d'ailleurs, qui va être célébré demain, le 4 décembre. Je voudrais vous montrer des images. On est le 16 avril 1994, on est à Kigali. Les casques bleus évacuent les derniers civils. On passe ce document-là. Évidemment, aujourd'hui, on a passé du temps à passer, et des choses se sont mises en place, de la réconciliation, par exemple, ou des accusations, ou des responsabilités prises ou pas prises. Par la France, par exemple. Débat là-dessus, toujours actuel. Mais l'époque, comment est-ce qu'on disait à l'époque de ce qui se passait et de ce que vous avez pu, heureusement, fuir? Antenne 2, 16 avril 1994.
L'aéroport de Kigali, point stratégique dans la guerre au Rwanda, est tombé ce matin après le départ la nuit dernière des derniers para-belges et français participant aux opérations d'évacuation des ressortissants étrangers. Les rebelles du Front patriotique rwandais pilonnent depuis l'aube les pistes et les installations de l'aéroport dans lesquelles se seraient repliés quelques 450 casques bleus de la mission des Nations Unies d'assistance au Rwanda qui n'auraient pas encore été évacués. Avant de quitter Kigali, les para-belges avaient effectué hier en fin de journée cette dernière patrouille en ville pour bien s'assurer que leur mission était terminée et qu'il ne restait plus aucun blanc à évacuer de la capitale rwandaise. Des rues quasiment désertes mais pleines de risques, jonchées de cadavres. Des violences ethniques entre la majorité Hutu et la minorité Tutsi qui ont fait en une semaine des milliers de morts et de blessés. Dans ce chaos, les para-belges ont réussi in extremis la nuit dernière avant de quitter le Rwanda à sauver une cinquantaine d'enfants Tutsis réfugiés dans un orphelinat menacé par les soldats de la garde présidentielle à majorité Hutu. Qu'est-ce qui reste? Alors on a entendu plus aucun blanc à sauver. Une manière de parler, une manière de dire, de signifier déjà qu'il reste d'autres personnes sur le terrain. Pour vous, et puis les chiffres, hein, là, des milliers de morts, on est entre 800 000 et 1 million de morts en 3 mois à ce moment-là, donc il y a génocide. Que vous reste-t-il à vous de ce moment-là aujourd'hui? Alors, il y a la dernière fois, il y a un livre, je ne me rappelle plus comment il s'intitule, qui disait qu'on peut vivre toujours dans la déchirure. Ce qui me reste dans ma mémoire aujourd'hui, c'est la déchirure. Vous voyez ce qui s'est passé, même les cadavres qui traînent. Moi, ce n'est pas le chiffre qui me chiffonne dans ma tête, c'est la manière dont les gens ils ont été tués. La manière. Et Dieu m'a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Tout le monde nous a abandonnés. Même Dieu nous avait abandonnés. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Voilà, parce qu'on est né comme ça. Hein? Et c'est ça ce qui me reste aujourd'hui. Là, autre chose aussi, ce qui m'interroge toujours, c'est le tiers. Quelqu'un de l'extérieur qui vient. Je me rappelle une fois où on m'avait invité pour aller dans un collège, aller parler du pardon. Il y avait un monsieur qui avait connu la Deuxième Guerre mondiale, qui était là, qui avait très bien défini des concepts, tous les concepts, le pardon, la réconciliation, tout, selon les philosophes, les sociologues et tout ça. Donc, il a dit qu'il avait pardonné. Il avait pardonné, et puis moi, j'avais rien à dire. Je devais normalement intervenir en deuxième position. J'ai pris simplement le micro, j'ai dit, mais tout a été défini, tout est impeccable. Je n'ai pas vraiment la capacité de redéfinir tous ces concepts-là. Simplement, je m'interroge. Qu'est-ce que le pardon? Je veux bien qu'on définisse le pardon selon tel auteur. Je veux bien qu'on définisse la réconciliation selon tel auteur. Regardez ces images qu'on vient de regarder. Qu'est-ce que le pardon? Vous, qu'est-ce que le pardon? C'est le chacun, sans se baser sur n'importe quel auteur. Ça, c'est la première question. Deuxième question, et pourquoi, c'est ça ma question, pourquoi à chaque fois le pardon est demandé par un tiers? Par quelqu'un qui vient de l'extérieur, m'ont demandé si j'ai pardonné. Je vous donne un exemple. Il y a un enfant qui a donné un coup de pied à son ami à l'école. Et il a fait mal un petit peu. Et là, le gamin, il a pleuré. Et les parents, ils sont venus. Et le gamin, il s'est plaint. Donc, c'était insupportable. Les parents ne pouvaient pas du tout revoir le gamin. Et les parents de celui qui a agressé l'autre, ils ont demandé d'aller s'excuser. Et les parents, ils ont dit, mais il est hors de question. On ne veut plus te voir. On ne veut plus te voir. Vous voulez que moi, je revoie les images qu'on veut te voir, que je revoie ceux qui m'ont fait ça?
Et alors que même dans des petites choses, on ne veut plus se voir. Alors en même temps, en écho parfait à ce que vous venez de dire, nous avions reçu dans Des mots de minuit, c'était en 1999, Yolande Mukagazana, rescapée Tutsi du génocide dont on vient de parler. Écoutez ce qu'elle nous disait autour de comment quelque chose est encore possible avec l'autre qui m'a tué, avec mon voisin qui m'a tué. Écoutez-la, extrait. J'ai pris le temps de savoir que je peux m'approcher des bourreaux. J'ai réuni mes forces parce que pour moi, ce n'est pas évident d'aller devant l'assassin de mes enfants. Parce qu'en plus, je vois la haine dans ses yeux. Encore? Oui, je vois la haine dans ses yeux. Que quand nous sommes sortis de prison, le photojournaliste Alain Kazinirakis, avec lequel je fais le travail, m'a dit « Mais Yolande, je voyais une haine telle que ça me faisait peur. » Pourtant, vous dites que ces gens ont aussi réfléchi. Oui, mais lui, il ne plaide pas coupable. Ceux qui plaident coupables ont eu le temps de réfléchir. Mais en même temps, je vois, même s'il y a de la haine, il y a aussi de la peur. Parce qu'en lui parlant, je ne sais pas s'il transpirait par haine ou par peur. Il n'était pas calme. Qu'est-ce que vous Donc, avez... pour moi, quel sentiment vous voulez qu'un homme comme ça m'inspire par la pitié? Il est plus détruit que moi. Qu'est-ce que vous avez pu vous dire? À propos. Si vous êtes parlé, est-ce que vous avez échangé? On a échangé, mais pour lui, il est plus innocent que les innocents, alors que c'est lui qui a fait sortir mes enfants en leur disant « enlevez les chaussures et dansez » avant la mort. Toujours à réentendre, toujours à redire. Si on a choisi cet extrait, c'est parce que vous-même, vous avez été voir l'assassin de votre sœur et que vous lui avez donné un peu d'argent. Comment ça se met en place dans votre tête? C'était voulu ou ça s'est organisé au moment où vous rencontrez celui qui vous a donné un coup de pied, pour reprendre l'exemple de la cour? D'accord. Et je veux d'ailleurs revenir à l'extrait qu'on vient de regarder. Moi, je mets en parallèle avec ce qu'on a vu tout à l'heure, les images qu'on a vues tout à l'heure. Moi, ce qui me chiffonne un petit peu dans ma tête, c'est ce mot pardon. Ce mot pardon. Hein. C'est ça. Parce que dans tout ce que nous faisons, en fait, il y a l'humain. J'ai donné l'argent à ce monsieur qui a tué ma sœur. C'était très difficile pour moi. Mais est-ce que ce geste signifie que j'ai pardonné? Parce que vous savez, ce mot-là, dans le mot pardon, il y a le mot tendresse. Même dans la culture rwandaise, dans la langue rwandaise, le mot pardon, il y a les parents qui regardent ses enfants avec tendresse, qui ont du pardon vis-à-vis de leurs enfants. Donc il y a le mot tendresse. Est-ce que vraiment, vous pouvez vraiment avoir de la tendresse vis-à-vis de ces gens-là, mais en revanche, on peut être capable de trouver l'humain dans celui qui a fait ça. Dire, ben, tiens, il y a une faute. Il y a l'humain aussi. Il faut vraiment trouver les moyens pour détacher l'humain de sa faute. Est-ce que c'est le mot pardon? C'est ça, ce mot, en fait, que je m'aimais bien quand même. Est-ce qu'il est plus, comment je vais dire, plus utile ou plus peut-être facile de dire qu'on a tous potentiellement Hitler ou un génocidaire en nous? Comme fragment d'humanité, hein, je veux dire. Je ne peux pas dire ça comme ça, parce que moi, je me dis, mais on est tous des humains. Et pour m'appuyer justement comme à la Bible toujours, c'est que même Jésus, quand il a présenté un prostitué, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui n'a jamais péché, qu'il fasse quoi? Voilà. Et il en reste combien? Qu'est-ce qu'il a répondu? Puisque personne ne te juge, je ne te juge pas non plus, ne recommence plus. Enfin, alors, pour vous dire que on est tous humains. On est tous humains. Mais on est capable de faire l'atrocité. D'accord? Mais à ce moment-là, on n'est plus humain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous détacher de cette inhumanité, en fait, pour devenir humain? J'écrase le pied de mon frère, je ne vois pas que c'est mon frère.
Qu'est-ce que je peux faire? Mais est-ce que c'est ça le pardon? C'est une question ouverte. Hein. On va demander à Michel, on va demander à Michel de répondre tout à l'heure sur l'idée du pardon. Aujourd'hui, dans cette France où finalement il y a quand même des relents d'extrémisme, de stigmatisation, on contrôle beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de policiers blancs qui contrôlent des individus noirs à la gare du Nord, par exemple. Hein. Quand on parle du noir, il faut parler du blanc, sinon on s'inscrit dans les stéréotypes racistes. Mais ce pays qui est la France, aujourd'hui, dans lequel vous courez, ou pour lequel vous courez, qu'est-ce qu'il vous donne? Ou qu'est-ce qu'il ne vous donne pas assez? Vous savez, avant de demander à la naturalisation, on m'a posé la même question. Qu'est-ce que la France pourrait m'apporter? Qu'est-ce que je pourrais apporter à la France? Et j'ai quitté le Rwanda quand j'étais encore jeune et d'une famille vraiment très modeste, pour ne pas dire pauvre. Je n'avais pas eu vraiment le temps de m'exprimer affectivement, sportivement, professionnellement. Donc la France m'a tout donné. Professionnellement, affectivement, voire sportivement, il m'a tout donné. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Il faut aussi que je rende justement et que je redonne aussi à la France ce qu'il m'a apporté. Et c'est ça l'intégration. Bon alors, il faut redonner à la France 2, 12, 40. Mieux que ça encore, si je peux. Donc à 2, 3, 2, 2, vous êtes champion du monde. Je ne sais pas, mais si je peux. Vous savez, avec mes moyens modestes et simples, je lui apporte ce que je peux apporter. Ma contribution, je peux le faire. Ce que je ne peux pas faire, on ne peut pas me demander plus. Mais moi, alors, c'est ça en fait, là, pour revenir à votre question, c'est ça l'intégration. L'intégration, ce n'est pas seulement l'étranger qui vient apporter, mais vous aussi, vous m'apportez. Et c'est comme ça que l'intégration se passe. Je vais vous dire quelque chose, Jean Damascène. Je vous pardonne. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une Bible. Bible de Jérusalem. Parlez-moi d'elle. Alors, Bible de Jérusalem, j'aimerais bien quand même juste vous lire un petit extrait. Et, parce que tout à l'heure, je vous disais que j'ai été déçu par l'humain. J'ai été sauvé aussi par l'humain. Et je me dis, mais simplement, pendant les moments difficiles, qu'est-ce qui me reste? Et souvent, c'est ça. Et là, souvent, quand je suis vraiment... Là, on approche un peu de Noël. Quand je vois des gens qui vont acheter des cadeaux pour leurs parents, pour les frères, moi, je fais quoi? Je suis où, moi? Qui est-ce qui me réconforte? Je me dis, mais ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Par ton nom, Jean. Tu es à moi. Car si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Car tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix. Je t'aime. C'est la Bible. Et l'homme n'a pas été capable de me le dire. C'est un beau livre, finalement, la Bible. Hein. C'est un récit, comme un autre aussi, Ouais. même s'il fonde une religion. Michel, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Jean Damascène? Oh, des tas de choses. Des tas de choses sur l'identité, sur sa place en tant qu'Africain en France, et surtout sur sa confiance en un Dieu auquel moi, malheureusement, je ne crois pas. Et dès toute petite, en regardant vivre les adultes, y compris ceux qui m'emmenaient à la messe, quasiment de force. Ça n'aide pas, hein. Mais vous aviez des chaussures, vous. Voilà, mais c'est quelque chose qui ne m'a jamais parlé. Il m'a semblé que c'était enfin, très jeune, j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était ces hommes. Que faisaient les hommes entre eux? Que faisaient les hommes entre eux dans les pays, à travers leurs langues différentes, etc. Et c'est ce qui continue de me mobiliser, moi. D'accord. Quelle responsabilité ils ont dans tout ce qu'ils font. D'accord. Moi, je préfère le mot de responsabilité au mot de pardon. D'accord. Je pense que c'est ça qui est important. D'accord. Les hommes, parfois, sont irresponsables, parfois, ils doivent être responsables. D'accord. Le pardon, je trouve que ça gomme quelque chose qui me dérange, moi.
Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Enfin, c'est ce que je pense. Voilà. On continue cette conversation après la musique, puisqu'il y a forcément de la musique dans cette émission. Staff Bendabilili, nous avons affaire à des Congolais en situation de handicap et pour lesquels la musique a été la possibilité, comme vous, la course, eh bien sans doute de trouver d'autres horizons et en tout cas d'élargir la vie qui était la leur. Ils ont été repérés en 2009 par des réalisateurs français. Succès mondial, tant mieux. Démo de minuit, septembre 2012. Tes avis valent bien qu'un. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'enfuis? Reviens mon amour. Osali ma belle, Osali Kolo, Osali ma belle, Atasi mate, Osali ma belle, Osali Kolo, Osali ma belle, Atasi mate. Ok na yo, okali simate, Osali atabana toboti na yo, anya kobo kolo bana regrete nanga, otiki bana na bonanga, aboko bangona mwasi mosusu bana na yo, kanisa basi na yo na maternité mama, chéri nanga yakato kolo bana yo, la moto zala kanga na yo, yo kende libela, yo bosani masonga na yo tozala, olandi lo yenge yakine, ya boye apoko kate, le sengi toka bana, tobaza kabana, somazonga moniye, asa ese bananike, otiki bamona nani, bana konyo kolo bango, osali mabe, osali kolo, osali mabe, atasi mate, osali mabe, osali kolo, osali mabe, atasi mate, yaya ntomo yaya. Touchez les mondes, touchez les mondes, touchez les À table,
Mon père côté jardin, ma mère côté plat et casserole. Les hostilités ne tardent pas à se transformer. Ne tardent pas à transformer ces courts moments en enfer. C'est la grande scène de la même pièce, les mêmes silences pesants annonçant l'explosion verbale, les petits tapotements de la main droite de mon père sur le rebord de la fenêtre, par laquelle il tente de s'évader en vérifiant que les espaliers de Golden Delicious ne dévient pas de leur trajectoire, ou encore que ma mère n'a pas laissé traîner un outil quelconque, ce qui va lui donner prétexte à une envolée de premières qui transforme toujours la table en terrain de bataille. Le pire, c'est le silence, car la menace de l'orage agit sur moi avec une telle violence que souvent un fou rire m'envahit. Et je dois aller m'enfermer dans ma chambre pour libérer ces spasmes nerveux qui possèdent tout mon corps. Voilà un extrait de votre texte, pardon de l'avoir écorché. Qu'est-ce que ça dit, ces réminiscences d'enfants? Ce livre, il a une origine très étrange. Je pensais jamais écrire des choses aussi précises sur mon père. Il s'est faufilé dans plusieurs de mes livres. Il a tenté souvent d'y être présent. Je lui concédais un paragraphe, une petite page. Mais là, il s'est imposé, mais par le biais d'une autre personne. C'est très étrange. L'origine de ce livre, c'est un homme qui est assis sur un trottoir à Paris, sous la lumière d'un réverbère, et qui lit. Un homme qui, de toute évidence, ne vit pas dans la rue, d'où mon étonnement. Et en même temps, j'ai été complètement séduite par cette image de solitude et de bonheur évident dans sa lecture. Et cette image, j'y ai pensé pendant plusieurs mois. Je savais, tout de suite, j'ai dit, je ferai quelque chose avec cette image, je ne savais pas quoi. Et peu à peu, la silhouette de mon père s'est faufilée dans cette image, curieusement. Et j'ai, sans doute parce que je devais le chercher depuis longtemps dans Paris, mon père y a vécu seulement à peine un an, je crois, au début des années 30. Et il en a parlé toute sa vie comme d'un rêve impossible. Et il voulait vivre à Paris, il n'a pas pu, les circonstances ont été différentes. Vous avez vécu à Poitiers? Pendant la guerre. Et j'ai pris conscience, en y pensant, que moi, je vivais dans son rêve. C'était très étrange. Je vis dans une ville qui était le rêve de mon père. Et donc, cet homme s'est transformé en la silhouette de mon père quand il avait une petite vingtaine d'années et que probablement il lisait ce fameux livre d'Henri Murger, Scènes de la vie de Bohème, dont je l'ai entendu dire plusieurs fois que c'était le livre de sa vie. Il ne disait même pas de sa jeunesse, c'était le livre de sa vie, alors que toute sa vie a été totalement à l'inverse, différente de la vie de ces quatre protagonistes. On va se faire un petit clin d'œil parce que ce livre de Murger, c'est la Bohème. Ben oui. C'est un opéra. Je vous propose un extrait. Donc c'est un opéra qui a été composé entre 92 et 95 à partir du livre de Murger. Ouais. Et donc la Bohème, les gens de la Bohème, ce sont pas des voyous. Hein, non, pas du tout. Dans la préface du livre, c'est surtout pas les voyous. C'est vraiment ceux qui ont envie d'aller chercher autrement. Voilà. Ce sont les artistes. Ce sont les artistes. Les musiciens, les poètes. C'est chanté par Aznavour, la Bohème. Donc petit extrait. Et puis on parle musique avec vous. Petit extrait de la Bohème. Cosa dice mare fa? Certo.
extrait, bon, La Bohème, c'est bien parce que je me disais en même temps, ça permet d'entendre, puisqu'on parle de liberté et d'artiste, ça permet d'entendre autrement le mot bohémien. Hein, Tout à fait. C'est pas le thème de votre livre, mais en fait, le texte de Murger, ça a donné ça. C'est étonnant d'ailleurs, hein, je veux dire que je suis un petit peu c'est très sidérée. étonnant. Oui. Mais comment est-ce que votre père se l'est approprié, ce texte-là? Est-ce que ça, enfin, musicalement, ça pouvait avoir un écho chez lui? Non, pas du tout. Mon père, la musique, c'était absolument pas son truc. Non, pas son truc. Il avait quelques chansons en tête qui étaient encore complètement datées de sa jeunesse. Mon père, j'ai eu l'impression, en écrivant ce livre, mais même avant, hein, que le temps s'était arrêté, sa vie s'était arrêtée au milieu de sa 20e année. C'est-à-dire, juste après, je dirais, il y a eu la guerre, ma naissance, et à partir de là, je n'ai jamais connu l'homme auquel il faisait référence, le jeune homme auquel il faisait référence. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, cette absence, cette non-présence? Je me suis demandé si c'était la guerre, la faille. Ouais. Moi, je pense que c'est quand même ça, peut-être. Il y a eu la guerre, qui, quand même, a causé de grandes failles dans la vie de tout le monde. Et tout d'un coup, il est devenu quelqu'un d'autre, peut-être, je ne sais pas. Et mon propos, c'était justement, dans ce livre, d'essayer, en lisant ce livre de Murger, est-ce que j'allais trouver quelque chose de lui que je n'avais pas connu, bien sûr. Et en fait, si, j'ai retrouvé quelques expressions, mais c'était une mission impossible. Enfin, non, j'ai pas vraiment retrouvé, je ne pouvais pas le retrouver, ne l'ayant pas connu, justement. Je ne sais pas, moi je pense que c'est la guerre, hein, mais je me trompe. Et peut-être aussi, c'est ce mariage improbable entre ma mère et lui. Je pense que... Des milieux, des origines complètement... Des milieux différents, des origines différentes. Le très jeune âge de ma mère... qui était encore une gamine, et tout d'un coup, la vie de famille, l'enfant, tout ça, ma mère aussi, je pense, était inadaptée à ce genre de vie. On va essayer alors on cherche à trouver le père, pour le coup. Alors, grande question identitaire aussi, ou identipère, tiens, justement, on pourrait dire ça comme ça. Je voudrais vous présenter un extrait d'un film qui est un film remarquable, dont on trouvera une critique d'ailleurs signée Rémi Roche sur le site desmotsdeminuit.fr. Et ce film s'appelle In the Family. Et In the Family pose une thématique contemporaine, c'est-à-dire que un veuf a un enfant, ce veuf devient et fonde un couple homosexuel, il meurt à son tour, et c'est donc Joey qui va, a priori, qui a vécu pendant 6 ans avec cet enfant d'un veuf, et qui est potentiellement le père, sauf que la famille du vrai père récupère l'enfant en disant on ne veut pas qu'il aille avec cet homme-là, c'est pas possible. Bon, évidemment, on voit tous les fantasmes qui se cachent derrière. Et à un moment, il y a dans ce film une réunion de conciliation entre ce père potentiel qui a élevé conjointement cet enfant pendant 6 ans, et puis la famille qui a repris l'enfant. Regardez ce qui s'y dit, et je trouve que ça tourne autour de la définition de ce que peut être un père, ou de ce que peut ou ne peut pas apporter un père. Extrait. Now, can you tell me, Joey, why you think you'll be a good father to Chip? Well, guess I never really had to think about that question before. Sure, I thought about how to be a good dad, but I didn't spend a whole lot of time trying to convince people I was up for it. You know, I just did it and tried to do better. Now it's like I'm interviewing for the same job I had for the last 6 years. But I try to think about the question. You know, take myself out of it and think about it seriously. And I'm not about to say I'm the world's best dad. But this is what I got. I got a mom and dad who taught me how to love like a reflex. You do it all the time, it gets easy. It gets into every little thing you do, and your kid's gonna have the important stuff.
Cody, he taught me a lot. Cody was really smart. You know, people sometimes forgot that about him because he had all his other stuff going for him, but he was crazy smart. Chip's the same way. Yeah? They're both way out of my league there, but I saw how Cody taught Chip. How he taught him to be creative, find out more about stuff he liked. Yeah, you live with a real teacher like Cody, and you learn how to help people get better. Much better than you. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Donc, Joe dit, moi j'ai eu des parents qui m'ont appris à aimer presque par automatisme. Et donc moi, c'est passé en moi, donc ils m'ont transmis ça. Et surtout, quand Joey parle de Chip, qui est l'enfant, et de son père, qui est donc mort, Cody, il dit que cet homme, le père, le vrai père, lui a appris à être créatif et lui a appris à approfondir ce qu'il aimait. Or, quand je lis votre livre, j'ai l'impression que tout ça ne vous a pas été donné, ou autrement. Non, mais peut-être que ça m'a fait grandir autrement. En tout cas, je suis sûre que ça m'a fait faire des choix dans la vie, sûrement. Et puis, en fait, moi, ce qui prenait le relais, c'était mon grand-père maternel. Souvent, dans les familles comme ça, ce ne sont pas forcément les parents, le père et la mère, qui souvent, enfin, il arrive en tout cas, que ce ne soit pas ces adultes-là qui portent vraiment les enfants, sans même qu'ils en soient coupables, hein, pour des tas de raisons. Il y a des affinités aussi entre des adultes et des enfants. Moi, j'ai trouvé vraiment du secours chez mes grands-parents maternels, et en particulier chez mon grand-père, qui d'ailleurs n'a jamais tenté de jouer le rôle de père. Hein. C'était tout autre chose. Il m'a apporté beaucoup de choses en le regardant vivre, en le regardant lire, en l'écoutant, ce qu'il aimait. Et voilà. C'est ce qu'on appelle avoir de l'autorité. Ben absolument. Oui, c'est ça. Moi, parlons de votre littérature. La narratrice, c'est toujours une narratrice hein, chez vous. Je parlais tout à l'heure de pointillisme. Il y a des éléments très forts dans vos livres qui peuvent être un canal, c'est le cas en la circonstance, qui peuvent être la neige, qui peuvent être le brouillard, etc. Comment est-ce que vous réussissez à finalement à écrire cet entre-deux? On sent que l'inconscient est toujours là, il n'est pas très loin, il affleure comme ça. Là, votre narratrice cherche la maison, cherche les lieux de l'enfance où la rencontre aurait pu se faire avec ce père-là. Et puis dans son parcours, mais là aussi même chose, une thématique récurrente chez vous, arrivent des personnages dont on ne sait pas si ça fait partie du rêve. En tout cas, il y a deux réalités toujours chez vous. Il y a une juxtaposition de deux réalités, de deux écritures. Hein, il y a de l'italique dans votre texte. Est-ce que vous êtes consciente de ça ou est-ce que ça vient dans la plume? Oui, ça vient dans la plume. Conscience, moi, j'ai une façon de travailler qui est assez récurrente, c'est-à-dire que je ne commence pas à écrire quand j'ai une idée, moi. Je me demande pourquoi j'ai cette idée. Qu'est-ce qu'elle révèle en moi? Qu'est-ce qu'elle va fouiller en moi? Pourquoi, etc. Ça peut durer des mois comme ça, où je vais m'interroger. Justement, c'est cet homme que je vois lire sur un trottoir. Je me demande pourquoi il s'est assis là, sous la lumière. Il ne vient pas à la terrasse du café où je suis moi et d'où je le vois. Il a choisi ça. J'ai mis, je sais pas, chaque livre, c'est 2 tiers comme ça de rêverie autour d'une idée dont je sens bien qu'elle est importante et qu'il va falloir absolument que j'écrive là-dessus. Et puis après, j'écris. Donc, si vous voyez, il y a une part de travail inconscient sans l'être vraiment, mais quand même, si, je pense que dans l'écriture. Oui. Mais ça, c'est dans la concentration. Il y a toujours quelque chose qui revient, parce que là, il y a toujours la bande qui fait qu'à un moment, on a été dans l'utopie politique, qui fait qu'à un moment, on a été dans la lutte des classes, oui, etc. Ça, ce sont des thèmes qui reviennent tout le temps, parce que ça a compté énormément dans ma vie, ça compte encore. Ça a structuré
un grand temps de ma vie, hein, même si je ne milite plus depuis longtemps. Je n'en suis pas pour autant aveugle sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et chez nous. Mais donc ce sont des thèmes qui reviennent, mais chaque livre, je crois, a son, comment dire, à son là, quoi, comme dans un morceau de musique. Et là, les choses viennent toutes seules. Pour moi, le canal, c'était évident. C'était ce chemin en douceur vers cette maison que je ne connais pas, que je suis censée garder. Mais c'était aussi un chemin en douceur vers mon père et vers les souvenirs d'enfance, c'est-à-dire une image, un paysage peut être peut-être un véhicule d'écriture, quoi, quelque chose qui permet, à travers une image comme ça, de dire les choses. Et j'aime ça, moi. J'aime le trouver en littérature. Le paysage tranquille que traversait le train prit de plus en plus de place dans la douce somnolence que suscite toujours en moi le bercement et le ronron perpétuel de la machine. Peu à peu, une autre campagne s'est imposée, une campagne simple et rude, mais dont la poésie me bouleversait déjà, enfant. Je me souvenais d'un matin où j'avais éclaté en sanglots à la pensée que toute cette beauté m'échapperait un jour, sans pouvoir l'expliquer. Une intuition terrifiante qui me désespérait et qu'aucun des adultes présents n'avait su rassurer. J'avais peut-être 10 ans et je savais sans le comprendre, sans avoir les mots pour le dire, que le bonheur de l'après-guerre, cette légèreté de la vie que nous menions l'été dans le paradis qu'était la maison du pommier, était un sursis après les années de violence et d'horreur. La vraie vie serait sans doute autre chose. Et là, on revient à la thématique. Les orages conjugaux de mes parents me le prouvaient déjà. Voilà. Et je signale que les lectures d'Alexandra, qui lit sur desmotsdeminut.fr, accompagnent également cette émission. Et donc, on retrouvera un autre extrait de votre texte. Parlons de la littérature en général. Est-ce que vous êtes une écrivaine ? Non, j'aime pas. Les féminins sont parfois pas du tout... une auteure ? Oui, voilà. Et puis écrivain, c'est compliqué de s'auto-proclamer écrivain. J'écris des livres. Ouais. Voilà. Ce qui s'appelle tourner autour du pot. Oui, non, mais écrivain, non, quand on me demande ce que je fais, je dis j'écris des livres. Je ne dis pas je suis écrivain. Écoutez ce que nous disait quelqu'un que vous devez... Dans votre famille, on a parlé de Duras, on a parlé de Jonquet, on a parlé de Barthes. Dojlida a été un personnage central aussi dans votre... Très important dans mon parcours, oui. Dans votre parcours. Bon, on en trouve un dans la famille. Janvier 2001, je vérifie la date, c'est janvier 2001, la personne en question est avec Dominique Blanc. C'est pareil, quand j'ouvre un livre, je retrouve mes frayeurs et mes attentes angoissées et admiratives d'enfant. Et c'est bien pourquoi, d'ailleurs, dans mes livres, j'ai envie de faire partager mes plaisirs. Donc je parle des écrivains que j'aime, et c'est à eux que j'écris, en fait, qu'ils soient morts ou vivants. On peut avoir parfois l'impression que vous rêvez plus vos livres que vous ne les écrivez. Oh bah oui, mais je sais bien pourquoi je dis que je ne suis pas vraiment écrivain, parce que il faut me tanner le couillir pour... ouais, on dit que je suis... Quand on me demande, je dis toujours que je suis un écrivain du samedi et un peintre du dimanche, c'est une vieille formule, mais en réalité, je le crois vraiment. Je n'écris que sous l'empire de mon goût pour les autres écrivains. Évidemment, j'aimerais bien réussir à faire partie de cet aréopage un peu mythique pour moi. Je crois que je n'y arriverai jamais, mais si mes quelques lecteurs peuvent partager mes goûts, si je peux les inciter à une lecture, j'ai gagné, il me semble. Enfin, c'est pas inutile, alors, bien que l'utilité en la matière, on sait ce que ça vaut, rien. Donc, magnifique. Je pourrais reprendre exactement dire exactement la même chose, et je pense comme lui. Quand des auteurs dans mes livres, d'abord ce sont les anges gardiens, hein, quand j'écris, ils sont derrière. Et puis, moi, j'aime les auteurs qui me donnent des pistes de lecture aussi. Alors là, il y avait Pirotte. Pirotte, oui. Claude Pirotte, magnifique, qui nous a quittés il y a peu de temps, quelques mois seulement. Moi, c'est un auteur dont j'ai tout lu, que je trouve magnifique, trop peu lu, trop peu connu, hein, mais il n'a pas hanté les médias, je veux dire. Donc, et donc, oui, c'est ça, j'aime aussi les auteurs qui me donnent des pistes de lecture. Je pense que la littérature est une passeuse, hein. Voilà. Michon, bien sûr. Oui, Michon. Et Modiano. Et Modiano.
bien sûr, Modiano, qui a eu le prix Nobel. Et à telle enseigne que vous prenez votre carnet, votre appareil photo et que vous allez aller... Ça, c'était quand j'étais en train d'écrire sur le sable, livre dans lequel je n'avais pas du tout imaginé faufiler des extraits de livres de Modiano. Hein. Ça s'est fait très naturellement parce que je me suis interrogée sur ce que pouvait faire ce personnage de femme qui était veilleuse de nuit dans un hôtel. Et dans la situation où elle était, je pensais qu'elle ne lisait pas, qu'elle relisait et qu'elle relisait Modiano. Elle allait habiter provisoirement les romans de Modiano. Modiano, c'est un auteur que j'aime profondément. Le Nobel, lui, a dit c'est bizarre, mais moi je trouve que c'est vraiment bien qu'il ait eu ce prix. Parce que c'est vraiment une écriture de la résistance à l'oubli, son écriture. C'est une écriture de la solitude aussi, hein, je dirais de la tentative fragile d'essayer de construire quelque chose sur des ruines de l'enfance, des ruines de la guerre, avec comment dire, un style totalement étonnant de limpidité. Plusieurs fois, j'ai lu les livres en me disant, et voire relu, en me disant mais comment ça marche? On ne sait pas comment ça marche, mais c'est absolument fabuleux. C'est un grand auteur. On a d'ailleurs vu défiler les photos que vous avez faites. Hein, oui, c'est un grand auteur. Et puis c'est vrai que je me suis, à cette occasion-là, j'ai commencé un travail qui n'est pas fini d'ailleurs, d'aller photographier les hôtels et quelques bistrots dont il parle, parce que parfois je soupçonnais de transformer les noms, ou parce que j'avais envie tout simplement de voir quel type d'hôtel il avait choisi. Les hôtels les plus modestes de Paris, dans des quartiers improbables. Avant de vous demander quel est l'objet, je voulais simplement, vous avez dit, il y a un instant, vous avez dit chaque livre a son là, si je vous cite. Et je voudrais reprendre dans Écoute la pluie quelques lignes, parce que je trouve qu'elles sont très belles et qu'elles ont à voir avec l'accueil dont vous parliez, Jean Damascène, il y a tout à l'heure. Donc dans votre littérature, il y a une scène majeure qui est une scène vécue ou pas, ou fantasmée, bon, réelle en tout cas, dans vos livres. Station Gambetta, un vieil homme se jette sous un métro. Et dans Écoute la pluie, ce vieil homme vous a souri, hein, le canapé rouge, etc. Donc ça c'est et vous dites ceci, en tout cas la narratrice dit ceci après avoir vécu la mort de cet homme, tout en marchant sur le quai désert. Il me semblait porter le vieil homme, lourd malgré son apparente légèreté. Il m'envahissait tout entière. Une douleur me traversait, étrange et intime à la fois. Sans cesse, des chemins singuliers se croisent dans le plus grand anonymat. Et soudain, le choc, la rencontre improbable, dont la force, la violence s'incrustaient en moi, sans doute pour longtemps. Tout mon corps était meurtri, comme si j'avais fait les gestes pour le retenir, l'attraper au vol. Les images de cet instant ne cessaient de me suivre dans ma fuite. Voilà, je voulais ce là et me semble bien évoquer votre littérature. Quel est l'objet qui vous prolonge? Je crois que je vous l'ai déjà montré une fois, mais... Ah non, mais je suis sûr que ça va être le même. C'est forcément le même. C'est cet objet-là qui a été décoré par ma grand-mère, qui a fait avec une pointe sur de l'étain. Et c'est mon grand-père qui a eu ça pendant... J'ai toujours vu ça sur le bureau de mon grand-père. Un buvard. Porte-buvard, voilà. Porte-buvard, oui. Je ne m'en sers pas vraiment, bien que je me serve d'un stylo à plume. Beaucoup, moi, les machines sont des machines, mais ne m'empêchent pas d'écrire à la main. Mais c'est un objet que je trouve très beau, d'ailleurs, et puis qui porte la main de ma grand-mère et celle de mon grand-père aussi. Ce grand-père dont vous disiez tout à l'heure qu'il n'était pas autoritaire, mais qu'il avait de l'autorité. Et il avait une autorité naturelle. Voilà, c'est un exemple. Jean Damascène, qu'avez-vous entendu qu'est-ce que Dieu seul à Barou-Réma, qu'est-ce que Jean Damascène à Barou-Réma a entendu de ce qu'a dit sa voisine? C'est très intéressant parce que pour elle, tout devient un objet de méditation, de contemplation. Le monde devient une façon de voyager. De voyager comme je prends ma Bible, je lis, et je contemple. Elle, quand elle passe, tout devient objet de méditation. Elle écrit. Merci à tous les deux.
Merci d'avoir été aussi présent sur ce plateau. Je voulais conseil de lecture, parce que ça a à voir avec ce dont on a parlé aujourd'hui, de Valerio Magrelli, Géologie d'un père, traduit de l'italien par Marguerite Pozzoli. C'est publié chez Actes Sud, dans la collection Un endroit où elle est. Magrelli enseigne la littérature française à l'université de Cassino, en Italie. Et il parle bien sûr, dans Géologie d'un père, de Giacinto, qui est mort à 83 ans. De maladie. Alors c'est à la fois poétique, c'est à la fois narratif, et on a là la quête du fils. La quête du fils, et on a une qualité littéraire très, enfin en tout cas une thématique qui est vraiment très très proche de la vôtre. Et Marie-Odile Régnier, qui a lu avec moi ce livre, me disait ceci que je note: le père et le fils sont un couple, miroir l'un de l'autre, indissociable. Et vous avez, vous aussi, une belle formule sur le père. Qu'est-ce que vous dites à un moment sur le père? Mais je le noterai je le mettrai en présentation, parce que vous avez vous comparez le père à l'amour, qui sont incertains, je crois. Les pères sont incertains, l'amour aussi. Voilà. Voilà, vous savez bien que vous aviez dit quelque chose en la matière. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, ni en Égypte d'ailleurs, où actuellement des procès extrêmement rapides envoient à la... Et d'ailleurs, je n'ai pas dit la fin de la phrase parce que c'est important. Les pères sont incertains, l'amour aussi. C'est sans doute ce qui les rend si essentiels. C'est sans doute ce qui les rend si essentiels. J'avais tweeté cette affaire et je me dis, il manque un petit morceau, mais merci beaucoup d'avoir aidé ma mémoire défaillante. Donc je disais... classiquement, quand je conclus ces émissions, je dis que la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, ni en Égypte d'ailleurs, en Égypte où actuellement des procès envoient à la mort par fournée les frères musulmans. Ceci étant dit, dans les prisons françaises, toujours surpopulation. Voilà, fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un autre numéro de Des mots de minuit, une suite. desmotsdeminuit.fr, comme vous voulez. En tout cas, on se retrouve tous les jours sur le site desmotsdeminuit.fr et puis dans 15 jours pour une autre émission. À bientôt. Merci. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quel important